Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Hugo Longieras, doctorant en sciences politiques depuis septembre 2025. Ensemble, nous allons parler de son mémoire de M2 en sciences politiques, mention relations internationales, Agency of Local Staff in the UN Bureaucracy, how local staff negotiate their position within hierarchies. Et nous allons bien évidemment aborder son travail de thèse en cours. Donc Hugo a réalisé son travail de M2 sous la direction du professeur Chiara Ruffa à Sciences Po Paris. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour parler donc de ton mémoire de M2 et de ton travail de thèse que tu es en train d'effectuer toujours à Sciences Po Paris. Première question traditionnelle pour débuter tous les épisodes du Dazibao. J'aurais aimé savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené aux études en sciences politiques et pourquoi ce sujet en particulier? Merci beaucoup déjà à toi de m'accueillir sur le podcast pour me donner l'opportunité de parler un peu de ma recherche. Alors, moi, la science politique, donc j'ai commencé directement dès la licence à étudier la science politique. Et pour être honnête, je me suis orienté vers ça par un intérêt assez large pour l'actualité, l'histoire, les faits politiques en général, mais sans grande conviction, on va dire. Euh, et en fait, c'est en licence, quand vous commencez à avoir des premiers cours de sciences politiques, à découvrir ce que c'est que d'aborder les faits politiques d'une manière scientifique, avec une approche sociologique. C'est à ce moment-là que mon intérêt pour la science politique, en fait, a vraiment commencé à croître. Et puis ensuite, quand j'ai fait mon master à Sciences Po, qui était un master de recherche, orienté précisément vers la recherche, en sciences politiques et en relations internationales, dans lequel j'ai atterri aussi un petit peu par hasard, pour être honnête, là encore, c'est vraiment euh, découvrir en pratiquant qui m'a donné l'envie de continuer. Et on en reparlera sans doute après, mais ce sera la même chose pour la thèse en fait. Ouais, mais la recherche, parce que tu sais, quand tu te lances dans un cursus recherche, Mhm. en général, c'est pour préparer la thèse. Ouais. Toi, comment tu l'as abordé parce que tu es rédigé des mémoires longs, peut-être envisager le doctorat, c'est pas quelque chose d'évident. Est-ce que déjà, quand tu as commencé ton master recherche, tu te disais, ah, la thèse, pourquoi pas? Pas spécialement. En fait, moi, quand j'ai candidaté pour le master que j'ai finalement réalisé à Sciences Po, c'était un master donc recherche en relations internationales, et je voulais faire un master en relations internationales. Après, que ce soit de la recherche ou pas de la recherche, au début, en fait, j'ai pas trop regardé quand j'ai candidaté. Et c'est seulement une fois que j'étais dedans où je me suis posé la question de la thèse. Et pour être honnête, pendant toute une partie du master, j'étais pas spécialement partant, parce que la manière dont on me décrivait la thèse n'était pas forcément le parcours professionnel le plus reluisant ou le plus confortable. Et donc en fait, c'est lorsque j'ai réalisé mon mémoire que il y a vraiment ce goût de la recherche qui est arrivé, où je me suis dit à la fin, une fois que je l'ai rendu, je me suis dit, ben, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc j'ai candidaté en thèse et j'ai eu la chance d'être pris. Donc je peux continuer aujourd'hui, mais c'est vraiment en pratiquant, là encore, en faisant le mémoire, cette première vraie expérience de recherche que ce goût-là est arrivé. Ok. Et alors, pourquoi on travaille sur les équipes locales de l'ONU? C'est quand même original comme sujet. Ben, en fait, quand on est en M1, on commence à chercher un sujet de master pour son M2. Moi, je m'intéressais au multilatéralisme, à l'ONU, je trouvais ça intéressant, mais je savais pas trop sous quel angle l'attaquer. Et donc, j'ai commencé à lire beaucoup,
très largement, un peu dans toutes les directions, sans savoir où j'allais. Et j'ai commencé à lire quelques pièces, quelques articles sur justement ces employés locaux, mais c'était très parcellaire et il y avait pas grand-chose et ça je trouvais ça hyper intéressant. Il y a eu cette frustration de pas pouvoir en lire plus dessus et je pense que quand il y a cette frustration de pas pouvoir en lire plus, c'est qu'il y a un gap justement, et donc j'ai commencé à creuser, ces questions-là et ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est pas une question qui concerne seulement l'ONU, hein, ça, on en reparlera peut-être, mais ça concerne aussi le secteur humanitaire, le secteur du développement. C'est des questions qui sont assez présentes dans ces secteurs-là. Mais dans l'ONU en particulier, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc, parce que justement, ces travailleurs-là étaient invisibles, j'ai voulu m'y intéresser. Et en fait, plus je m'y suis intéressé, plus mon intérêt pour ce sujet-là a grandi, quoi. Donc en fait, on peut dire que c'est toi qui as façonné ton sujet, ou par exemple en travaillant avec Cara Ruffa, elle avait déjà aussi dans sa mallette, dans son cartable, quelques pistes que les élèves peuvent emprunter, puis après toi, autour de ça, tu détermines ton sujet sur lequel tu vas travailler. Est-ce que c'est un espèce de façonnage collaboratif? Ben oui, forcément, c'est collaboratif, mais je pense que c'est l'objectif aussi d'une direction, d'un encadrement pour un mémoire ou même pour une thèse. Euh, L'intérêt, enfin, d'avoir travaillé justement avec Chiara Ruffa, c'est qu'elle s'intéresse au multilatéralisme, aux actions de l'ONU sur le terrain, et donc c'est vraiment l'angle que j'ai pris depuis le début. Après, effectivement, les employés locaux, c'est plutôt quelque chose que j'ai apporté moi, mais effectivement, c'est vraiment un travail. Euh, Bah oui, d'encadrement et donc oui, vraiment très collaboratif sur ce point-là. Donc tu le disais tout à l'heure, donc toi dans ton mémoire et ensuite on le verra peut-être dans ta thèse, on va pas spoiler tout de suite. Donc tu t'intéresses aux employés locaux des missions de maintien de la paix de l'ONU notamment, qui sont invisibilisés. C'est long comme mot. Invisibilisés donc par la recherche dans les communications de l'ONU. Quelles sont les grandes questions que tu te poses dans ton mémoire? Donc oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment donc je m'intéresse à cette face invisible de cette workforce, donc c'est cette partie des Force de travailleurs travail. de l'ONU, et en particulier sur les hiérarchies qui existent entre les deux. En fait, quand on regarde les travailleurs, les gens qui travaillent pour l'ONU, qui sont recrutés, employés par l'ONU, on voit qu'il y a une différenciation claire qui est faite entre deux types de staff euh, conçus et abordés comme étant totalement différents. Les employés internationaux, hein, c'est les premiers qui nous viennent en tête, c'est ces grands voyageurs qui vont de mission en mission, qui parcourent le monde pour apporter leur expertise au service de pays en guerre, etc., etc. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui sont recrutés localement, qui représentent en fait une grosse partie de ces travailleurs-là. En fait, la majorité des employés civils recrutés par l'ONU sont recrutés localement. Et pour certains types d'organisations, enfin d'agences de l'ONU, en fait, ça monte à très 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 haut. Très peu d'employés internationaux en réalité. Et pourtant, ces gens-là, ils sont totalement invisibles. Alors, donc, moi, j'ai voulu regarder ça, et en particulier le fait que ces deux catégories-là, elles sont pas abordées comme étant forcément, en tout cas, on va dire que cette différence-là, elle est associée à une hiérarchie entre les internationaux et les locaux. Cette hiérarchie, elle s'exprime de plusieurs manières. Euh, on y reviendra peut-être aussi plus tard, mais elle est très forte et très difficile à renverser. Et moi, c'est cette hiérarchie-là qui m'intéressait. Et en particulier, donc la question que moi j'ai posée, au-delà de cette hiérarchie-là, c'est comment les employés locaux, eux, comprennent cette hiérarchie et la naviguent. Est-ce qu'ils la perçoivent comme étant juste ou injuste? Et est-ce qu'ils y résistent? Est-ce qu'ils la reproduisent? Et en fait, c'est tout l'enjeu du mémoire, c'est de voir comment ils font sens de cette hiérarchie et comment ils arrivent à la naviguer ou pas. Donc toi, tu as travaillé donc, sur Chypre. Alors je Exactement. pense que pour nos éditeurs, ça serait bien de faire un petit topo. Pourquoi est-ce qu'il y a des missions de l'ONU là-bas? Qu'est-ce qu'elles font? Quelles sont-elles, etc. Donc il y a le UNDPC, United Nations Development Programme, donc le programme de développement des Nations Unies, et la force de maintien de la paix pour Chypre.
la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, très précisément. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Chypre? Qu'est-ce qui justifie que l'ONU ait ces deux missions sur place encore aujourd'hui? Alors, en fait, il y a une mission de maintien de la paix, hein, UNFICYP. Ouais, Donc, bon, ça paraît évident, mais effectivement, ça vient d'un conflit. Le conflit oui, voilà. chypriote. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Mais il y a aussi, en fait, le PNUD, donc UNDP, le PNUD, Ouais, c'est un programme de développement. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, c'est assez étonnant qu'il y ait un programme de développement à Chypre. Mais en fait, c'est. En particulier, il y a plusieurs programmes du PNUD, hein, mais celui que j'ai regardé en particulier, qui va de 2005 à 2013, euh, est en fait un programme de développement orienté vers la construction de la paix. Donc là encore, c'est allié avec le conflit chypriote. En fait, le conflit chypriote, en fait, pour comprendre le conflit chypriote, il faut revenir au moment de la décolonisation. En fait, jusqu'en 1960, Chypre était une possession de la couronne britannique. Et au moment de la décolonisation en 1960, il y a des tensions intercommunautaires qui explosent en fait, hein, à ce moment-là entre la communauté turcophone et la communauté hellénophone à Chypre. donc pour les auditeurs, les hellénophones, ce sont les Grecs. Voilà, au cas où... voilà. Effectivement. Mais oui, 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 totalement. Et donc ces conflits-là vont pousser l'ONU à déclencher une mission de maintien de la paix en 1964 pour maintenir la paix entre ces deux communautés. Mais l'histoire continue et en fait pendant 10 ans on est dans des cycles de violence intercommunautaires euh, jusqu'en 1974 où donc, Chypre, État indépendant, souverain et unitaire, euh, en fait, subit une tentative de coup d'État. Makarios III, un archevêque chypriote grec, mais qui est favorable à l'île de Chypre, à l'unité de l'île de Chypre, est déposé par des militaires grecs et chypriotes grecs et un groupe ultranationaliste grec, l'EOKAB, qui est un groupe qui est en faveur de l'Enosis, euh, ce mouvement nationaliste grec qui vise à rattacher toutes les îles de culture grecque à l'État grec. Et donc Makarios III est déposé, sauf que en réaction, hein, la Turquie déclenche une opération militaire. À la fois, alors il y a différentes visions des raisons pour lesquelles la Turquie a déclenché cette opération militaire. La Turquie dit c'est pour protéger la minorité turcophone, mais aussi pour garantir la souveraineté de l'État chypriote, qui est à ce moment-là en fait directement qui fait face au risque d'annexion par la Grèce. Bon, il y a une part, hein, c'est de la politique, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. La Turquie, bien sûr, avait ses intérêts, hein. Bien C'est sûr. pas véritablement pour maintenir la souveraineté de Chypre que la Turquie fait ça. La raison étant que après, la Turquie est restée en tant que puissance occupante au nord. Mais bon, ce coup d'État finit par échouer et Makarios revient au pouvoir quelques jours plus tard, en fait, dès 1974. Sauf que ben, le mal est fait. La Turquie, en août, occupe la partie nord de l'île. Et à partir donc, de 1974, l'île est divisée en deux entités distinctes. Au sud, bon, la République de Chypre, et au nord, la République turque de Chypre du Nord, hein, que la Turquie va créer, hein, pour donner une sorte de légitimité à cette partie-là. Sauf que la création déjà de ces deux entités, elle se fait aussi dans la violence, hein, parce que on a des mouvements de population très grands, hein. Les Chypriotes grecs du nord sont chassés vers le sud et inversement, les Chypriotes turcs du sud sont chassés vers le nord. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de disparus, ce qui reste un gros enjeu dans la construction de la paix aujourd'hui à Chypre, hein, les disparus de la guerre. Euh, et donc on se retrouve dans cette situation gelée, un peu particulière puisque en fait l'île est coupée en deux par une ligne de cessez-le-feu, hein, qu'on appelle la ligne verte. On appelle la zone verte en réalité, puisque c'est une zone, c'est un no man's land entre les deux armées qui se font face. Et ce no man's land, ce qui est assez original, c'est que il coupe littéralement Nicosie en deux, hein. Donc Nicosie, si vous regardez sur une Ok, carte, c'est la Nicosie, capitale. la capitale, exactement. Nicosie, la capitale, c'est vraiment une ville toute circulaire, en tout cas le centre-ville historique, hein, puisque entouré par les murailles vénitiennes. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment un cercle qui est coupé en deux
avec la moitié nord qui est chypriote turc et la moitié sud chypriote grecque. Et d'ailleurs, On peut passer cette ligne dans la ville? oui, on peut passer. Alors, c'est plus facile pour notamment les Européens non chypriotes de passer que pour les Chypriotes eux-mêmes qui font face à voilà, des délais d'attente euh, au point de contrôle. Hein, mais c'est possible de passer. C'est possible depuis 2003. Hein. Ça aussi, c'est un enjeu, les points de passage. D'ailleurs, récemment, on a annoncé la possibilité d'ouvrir de nouveaux points de passage, ce qui est toujours un signe dans les négociations à Chypre. Mais, euh, mais oui, voilà, donc on est dans cette situation gelée, même l'aéroport international de Nicosie est dans cette zone et donc est abandonné, et va devenir justement le siège de l'ONU. Et donc l'ONU qui était là pour protéger les civils des tensions intercommunautaires qui avaient lieu à ce moment-là, va avoir le rôle de patrouiller dans cette zone verte entre les deux entités et de maintenir un cessez-le-feu. C'est toujours le rôle que l'UNFICYP a aujourd'hui. Hein. Patrouiller, servir de liaison, hein, donc de servir d'intermédiaire entre les deux camps qui ne se parlent pas directement, les deux armées, gérer les problèmes qui se trouvent dans la zone verte pour éviter que ce soit des problèmes qui escaladent. Parce qu'il y a des villages, il y a des paysans, il y a aussi beaucoup de réfugiés qui arrivent au nord et qui essayent de rentrer dans l'Union européenne en traversant la zone verte. Donc c'est aussi des enjeux qui sont importants pour l'UNFICYP. Une grande étape aussi importante pour la construction de la paix à Chypre, c'est 2004, au moment enfin, juste avant que Chypre rentre dans l'Union européenne, on a un plan Annan, ce qu'on appelle le plan Annan. Donc Kofi Annan, Oui, le... exactement. Du nom de Kofi Annan, qui était très présent dans la négociation. Et en fait, c'est un plan qui a été négocié donc, entre les deux parties, sous l'égide des Nations Unies, qui prévoit la réunification de l'île. C'est le grand moment de la construction de la paix à Chypre. Donc l'objectif, c'est de créer un État fédéral, un peu sur le modèle de la Suisse, qui intègre à la fois la communauté chypriote grecque et chypriote turque, pour créer un État uni. Mais pour que ce plan soit validé, il faut qu'il soit validé par un référendum. Au nord, les Chypriotes votent assez largement en faveur du plan Annan et acceptent. Notamment parce que, ben, en fait, la République turque de Chypre du Nord est un État de facto qui n'a pas de reconnaissance internationale, qui est sous embargo. Et donc, l'objectif, c'est en fait, d'obtenir une plus grande légitimité, un développement économique, parce qu'il y a quand même un assez grand retard économique au nord, du coup, et se détacher un peu de la, de la tutelle d'Ankara, hein, qui est, de la Turquie. Par contre, au sud, le plan Annan, il est rejeté assez largement. Et donc le plan Annan est totalement rejeté. C'est suivi d'un assez gros backlash vis-à-vis de l'ONU. Hein. Ce plan Annan qui est vu comme qui est vraiment qui était très impopulaire au sud. Quand vous parlez avec des gens qui ont travaillé à cette période-là, euh, eh ben, on sent vraiment que c'était une période très compliquée aussi pour les travailleurs de l'ONU parce qu'il y a eu un gros backlash. Euh, Ah oui, d'accord, on reprochait à l'ONU de vouloir, je sais pas, favoriser les... Enfin, c'était quoi qui était Oui, reproché exactement. En fait, l'accord a été vu. En fait, cet accord, c'est assez particulier parce qu'il a été négocié par les élites politiques chypriotes grecques, qui au dernier moment se sont retournées, ont demandé à voter non. Donc, situation très particulière. Les mecs ont pas assumé, quoi, en gros, c'est ça. Exactement. Et il était assez impopulaire parce que, en fait, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que prévoyait constitutionnellement cet accord-là, mais en gros, il donnait en fait, la population chypriote turque est bien moindre que la population chypriote grecque. En fait, un quart de la population environ, voire un peu plus, est chypriote turque. Si on prend l'île dans sa globalité. Et pourtant, notamment pour une des chambres du Parlement, on prévoyait une représentation égalitaire pour permettre qu'une communauté n'ait pas le pas sur l'autre, mais en particulier au sud, ça a été une disposition qui a été assez impopulaire. Oui, oui, ça a été suivi d'un backlash. Donc, dans les médias, en particulier dans la presse, on a accusé l'ONU de faire un jeu politique, de ne pas être neutre, etc.
Et donc ça a été assez dur à vivre pour les employés, en particulier pour les employés locaux. Et donc depuis, Chypre est rentré dans l'Union européenne, ce qui est d'ailleurs assez inédit parce que on a du coup un État de facto qui est enfin, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais dont le territoire est intégré à l'Union européenne, sans pour autant que les acquis communautaires puissent s'appliquer sur ce territoire-là, puisque la République de Chypre, Chypre Sud, ne peut pas, n'a pas enfin, a une souveraineté de juré, mais pas de facto sur le Nord. Mais depuis, sur le processus de construction de la paix, on est à peu près au point mort. Il y a eu plusieurs rounds de négociations depuis, mais ils ont tous échoué pour différentes raisons. Et aujourd'hui encore, on est donc toujours dans ce processus où on continue de se parler, mais on continue de se parler pour savoir s'il est possible de vraiment relancer des négociations. On n'est pas en négociation pour trouver un accord qui permettra, in fine, de réunifier l'île et de régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Il y a encore des affrontements armés ou non? Pas trop. Non, il n'y a pas du tout. C'est un conflit qui est totalement gelé. Alors, si vous parlez avec une FICIP, ils vont vous dire justement que leur rôle est très important dans ça parce que ils vont faire redescendre la tension quand il y en a. Hein. Si justement il y a des éléments de tension, des personnes qui franchissent la zone verte sans s'en rendre compte, ou enfin bon, il y a plein de choses, plein d'incidents qui peuvent se passer et qui se passent tous les jours dans cette zone verte. S'il se passe des choses comme ça, l'ONU est là justement pour faire baisser la tension, pour pas que des incompréhensions dégénèrent en escalade, ce qui peut aller très vite. Donc il n'y a pas de conflit armé, mais ça reste assez tendu. Il y a toujours une présence militaire turque à Chypre Nord. Euh, et voilà. Et là-dedans, donc UNFICIP a toujours son rôle de voilà, patrouille dans la zone verte. UNDP, le PNUD, en tout cas pour l'UNDP Act, donc de 2005 à 2013, qui était donc un programme de développement financé par l'USAID à l'époque, euh, Eh oui, et oui, eh oui. qui euh, était donc un programme de développement qui avait justement pour objectif de favoriser la construction ouais, la construction d'ONG chypriotes locales euh, bicommunautaires, bicommunales, quoi, on dit. Donc c'est qui rassemble les deux communautés. Des associations qui vont à la fois rassembler des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs qui ne se connaissent pas puisqu'ils vivent dans des États séparés ennemis et voilà et donc leur permettre aussi enfin, de travailler ensemble sur des projets de protection de l'environnement, de restauration du patrimoine pour apprendre à se connaître et faire baisser tous les discours nationalistes qui empêchent en fait des vraies négociations et une solution politique. Hein, parce que c'est surtout ça en fait, c'est les discours nationalistes des deux côtés qui empêchent aussi en grande partie tout ça. Euh, et bon, c'est difficile de juger si ça a été utile ou pas. En tout cas, ça n'a pas abouti sur une solution politique. Mais ils ont fait quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, à Chypre, il y a un vrai écosystème d'ONG qui travaille vraiment avec des gens des deux communautés. Je pense en particulier à un café qui se trouve dans la zone verte, ce qui est assez original, parce qu'il y a deux points de passage à Nicosie, deux points de passage qui sont piétons. Et dans un des deux, dans cette zone verte, il y a un café qui est justement un lieu de rencontre où les Chypriotes du nord et du sud peuvent se retrouver. Voilà. D'accord. Il y a toujours un programme de développement de l'ONU en ce moment à Chypre. Oui, oui, il y a Et un programme de financé comment? développement. Parce que tout à l'heure, on a rigolé, peut-être que les auditeurs n'ont pas Ouais. capté, mais US7 qui finançait donc le programme que tu as regardé de 2005 à 2013, c'est ça, vu que Donald Trump a gelé la majeure partie des fonds pour les aides au développement américaines à destination de plein de pays, c'est financé comment maintenant? Enfin, ça marche toujours et où on fait sans les Américains? En fait, il y avait déjà, en fait, il y avait deux programmes de développement deux programmes du PNUD. Il y avait un programme financé par USAID, effectivement, qui s'arrêtait en 2013, donc bien avant Donald Trump. C'est pas ça qui l'a arrêté. Mais en fait, c'est une question très intéressante, hein, parce que c'est très important. Cette volatilité des financements va aussi déterminer le niveau de précarité des travailleurs locaux en particulier, qui eux ne seront pas relocalisés en cas de fermeture du programme. Mais il y avait donc un autre programme qui est un programme financé par l'Union européenne,
qui lui fonctionne toujours et dont le siège est dans la partie nord de Nicosie. Voilà, qui a un programme de développement qui est un peu moins axé construction de la paix que le UNDP Act à l'époque, hein, en tout cas moins axé société civile, mais qui continue à faire des programmes de développement entre les deux États pour favoriser la coopération entre la République turque de Chypre du Nord et la République de Chypre sur des enjeux de traitement de l'eau, d'électricité, etc. Ok. Bon, bah, maintenant qu'on a posé le contexte, donc toi, tu as décortiqué les missions de l'ONU, donc la mission de maintien de la paix et les programmes de développement. Concrètement, de façon très schématique, comment ça s'organise en termes de ressources humaines? Est-ce que tu peux nous schématiser, enfin, quels sont les types de métiers, les niveaux hiérarchiques dans les documents que tu m'as envoyés? Tu sais, il y avait des P+, FS, NPO, GS. Est-ce que tu pourrais nous décrire je ferai un petit schéma sur l'article qui te sera dédié sur le site du Dazibao. Je ferai un petit schéma pour expliquer aux auditeurs s'ils ont envie d'y aller pour avoir le schéma sous les yeux. Mais ouais, est-ce que tu peux nous dire comment c'est organisé, comment ça se passe, comment on travaille au sein d'une mission de l'ONU? Ouais, bien sûr. Évidemment, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus clair au premier abord, mais en fait c'est assez important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir justement comment s'organisent les hiérarchies, en tout cas une partie des hiérarchies, les hiérarchies professionnelles les plus évidentes. En fait, donc dans les missions de maintien de la paix, effectivement, il y a des militaires déjà, beaucoup de militaires qui sont forcément tous internationaux. Vous avez aussi souvent des policiers. À Chypre en particulier, il y a des policiers, hein, une pôle qui est présente. Mais bon, même si ça représente la majeure partie en fait des gens qui sont sur place, en fait ces gens-là ne sont pas des travailleurs de l'ONU, hein. Ils officient sous mandat de l'ONU, mais ils font partie de leur armée nationale. Ce sont des contingents de leur armée nationale ou de leur police ou gendarmerie nationale. C'est quel pays en l'occurrence, quel Alors, pays participe à ces forces alors en gros pour l'armée, il y a trois pays principaux. Il y a l'Argentine, il y a le Royaume-Uni et il y a la Slovaquie. Mais ensuite, voilà, il y a aussi quelques autres pays qui fournissent des contingents militaires, notamment en Europe de l'Est. Ça, c'est voilà, en Europe de l'Est, il y en a plusieurs, la Hongrie, la Pologne. Mais ça tourne de temps en temps. Donc, à un moment, il y a eu un contingent canadien, par exemple. Et puis, vous avez le Force Commander, qui est voilà, celui qui est voilà, tout en haut de la hiérarchie militaire, qui est mongol aujourd'hui et qui tourne aussi régulièrement. Et puis, pour les policiers, ça change aussi. Il y a beaucoup de nationalités différentes qui sont représentées. C'est pas un gros contingent par pays, c'est plus individualisé. Euh, et puis, pour les civils, par contre, qui eux sont directement recrutés par l'ONU, il y a effectivement ces différentes catégories. Alors, la première catégorie, ça va être le staff, ce qu'on appelle le staff professionnel international, P+, justement. Ce sont donc des employés civils qui sont recrutés internationalement, donc ils ne peuvent pas avoir la nationalité du pays où ils officient, où ils travaillent, et qui occupent des postes soit de direction, soit de management ou de gestion, voilà, des postes assez élevés où ils ont des équipes sous leurs ordres et ils mènent à bien des projets de construction de la paix, etc., etc. Vraiment des postes de management et de gestion de projets. Euh, Ensuite, effectivement, il y a FS, c'est Field Service. C'est aussi des employés qui sont recrutés internationalement, hein. Donc là encore, ils ne peuvent pas avoir la nationalité du pays d'accueil. Par contre, eux, ils vont avoir un rôle d'appui, donc ils vont être plus bas dans la hiérarchie. Par contre, à Chypre, il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment pour présenter le cadre voilà, le système d'emploi de l'ONU. Mais à Chypre, il n'y a pas de FS. Ce qui est plus important, du coup, donc là, on arrive sur les On employés locaux. redescend. Voilà. Ouais. Ben, en fait, voilà, c'est un peu particulier. C'est les NPO, c'est les National Professional Officers, qui sont des employés recrutés localement, nationalement, qui doivent avoir la nationalité du pays d'accueil. Eux occupent des positions dites professionnelles, c'est-à-dire de gestion de projet, un peu comme les internationaux. Donc, ils sont censés avoir la même importance hiérarchique.
La réalité, elle n'est pas totalement celle-ci. En réalité, un NPO ne sera jamais euh, capable de diriger un staff professionnel international. Ça n'arrivera jamais en fait. C'est une norme informelle au sein de l'ONU. C'est pas possible qu'un local manage un international. Ce sera toujours dans le sens inverse. Donc même à niveau équivalent, un niveau hiérarchique équivalent. C'est justement le schéma que j'avais mis, hein, c'est justement pour voir qu'il y a des niveaux hiérarchiques équivalents, c'est-à-dire que les locaux peuvent avoir des niveaux hiérarchiques équivalents avec les internationaux, et pourtant ils seront jamais en position de management vis-à-vis, de supervision vis-à-vis d'eux. Et puis la dernière catégorie, c'est donc GS General Service, c'est le staff qui va être recruté aussi localement et qui, enfin localement, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de condition de nationalité sur ce type de staff, mais dans les faits, ce sont quasiment que des staffs recrutés localement, hein. Quand on parle de GS staff, c'est vraiment des staffs locaux, qui eux sont pour le coup vraiment dans des positions subordonnées. Donc ils ont vraiment des postes d'appui, de support. Ça va être des chauffeurs, ça va être ça va aussi être des interprètes, des agents d'entretien, puisque il y a beaucoup, beaucoup d'espaces. C'est des grands, grands espaces, hein, les quartiers généraux de l'ONU pour les missions de maintien de la paix. Ça va aussi être ce qu'on appelle les Community Liaison Assistants, qui sont des staffs qui vont avoir le rôle justement de servir d'intermédiaire entre l'ONU et la population locale, en particulier dans les régions un peu plus reculées. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a donc en gros, on pourrait se dire c'est à peu près égalitaire, hein, il y a cette différenciation entre internationaux et locaux, et dans les deux catégories, il y a des staffs dits professionnels et des staffs dits de support. Mais la réalité, elle n'est pas tout à fait celle-ci, et justement, il y a des hiérarchies entre les deux qui sont assez claires et difficiles à changer. Mais cette différenciation-là, elle est vraiment au cœur du système de recrutement de l'ONU. C'est le cas dans les missions de maintien de la paix, mais c'est aussi le cas dans les autres agences de l'ONU, notamment à UNDP. Euh, donc ça, c'est assez important. Et il ne faut pas oublier une dernière catégorie de staff, c'est ce qu'on appelle les service contracts. Donc ça va être des staffs recrutés avec des contrats à durée déterminée, courts, généralement de 6 mois, qu'il faut renouveler, donc tous les 6 mois. Et ce staff-là, donc il travaille pour l'ONU généralement dans des positions subordonnées quand même, assez subordonnées, pour la plupart qui sont recrutés. Et ça, c'est particulièrement le cas au PNUD. Hein, au PNUD, les chiffres sont assez affolants sur le nombre de service contracts. Euh, ça atteint des sommets, ça atteint des sommets, justement parce que le PNUD, ce sont des programmes de développement avec des financements extérieurs, et si ces financements viennent à s'arrêter, le programme s'arrête. Or, les employés locaux, si la mission ou le programme s'arrête, ne sont pas envoyés dans une autre mission, hein. Il n'y a pas de pérennité de leur emploi. Et donc, ça permet tout simplement de pouvoir les mettre dehors plus facilement. Alors que les employés internationaux, eux, on va les déplacer vers d'autres postes Ok. dans d'autres pays. J'imagine au niveau des salaires, parce que tu parlais notamment des NPO qui peuvent avoir un même niveau hiérarchique avec les employés internationaux, même si ils dirigeront jamais. J'imagine que quand même au niveau des salaires, on n'est pas du tout sur la même, sur le Non, même. on n'est pas du tout sur la même ligne, effectivement, au niveau des salaires. En fait, à l'ONU, il y a deux principes qui dirigent le montant qui va être accordé pour les salaires des employés. Et sauf que c'est deux principes différents selon le fait que vous soyez un employé local ou un employé international. En fait, si vous êtes un employé local, on va appliquer ce qu'on appelle le principe Fleming, qui dit que vous devez être payé aux meilleures conditions locales. Voilà. Donc, on va prendre par exemple quelqu'un qui fait à peu près le même métier mais qui travaille pour le gouvernement, par exemple, et on va vous payer le meilleur salaire qu'on puisse trouver à Chypre. Par contre, pour les internationaux, on va vous payer par rapport donc, à ce qu'on appelle le principe noble mère,
qui est en fait un principe qui dit on va vous payer en fonction du coût de la vie à New York, au Oh, quartier général de l'ONU à New York. Donc effectivement, il y a très gros écart de salaire. Alors, il faut mesurer dans la mesure où les employés locaux généralement touchent un meilleur salaire que ce qu'ils auraient dans un environnement, dans l'économie locale. Mais effectivement, à travail égal, les internationaux vont être mieux payés. Et aussi, il faut rajouter le fait que souvent, alors c'est pas le cas à Chypre, mais souvent, il y a des primes de risque pour les employés internationaux qui ne s'appliquent pas pour les employés locaux. Et donc, dans certains pays, effectivement, en fait, quand vous êtes employé international de l'ONU, vous touchez beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ces primes-là, que touchent pas les employés locaux. Donc, ça augmente ces inégalités, on va dire, hein, ok. de revenus. Tu parlais du pourcentage en fait de travailleurs locaux, notamment pour le PNUD, etc. Est-ce que tu peux nous donner une idée, par exemple, dans la mission de maintien de la paix et pour la mission du PNUD, combien ça représente employés locaux, employés internationaux? Ouais. Ouais, ouais. Alors, généralement, pour les missions de l'ONU, en moyenne, on est à 58% d'employés locaux, euh, si on ne compte que les civils, hein. En omettant les militaires et les policiers, si on compte les civils, on est à 58% d'employés locaux en général, en moyenne en fait. Mais dans certaines missions, on monte plus haut, et en particulier à Chypre, on monte à 75% d'employés locaux, en fait, qui sont surtout des GS. Donc j'ai ressorti justement les chiffres pour le podcast. Donc ouais, à Chypre, donc là actuellement, on a 38 employés internationaux qui travaillent pour UNFICYP. On a 6 NPO et 111 GS. Donc D'accord. on est à 117 employés locaux pour 38 employés internationaux. Donc ça fait quand même voilà, une grande majorité quand même qui est recrutée localement, qui est chypriote, qui travaille là-bas et qui est chypriote. Quelle que soit la communauté, à la fois des Oui, Grecs et à la fois alors des ils ont une Turcs. obligation à Chypre d'employer autant d'employés chypriotes grecs que d'employés chypriotes turcs. Pour être honnête, c'est une question que je me suis posée aussi pour les entretiens, parce que pour être sûr, voilà, pour avoir une certaine représentativité, il faut interviewer, voilà, des travailleurs qui travaillent pas, qui sont pas juste des employés grecs et des employés turcs. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est important à faire parce qu'ils n'ont pas le même vécu et la même expérience de travail forcément, notamment parce que pour des considérations géographiques toutes bêtes, en fait, la seule entrée par laquelle le portail d'entrée de la mission de l'aéroport international de Nicosie, qui est aujourd'hui le quartier général de l'ONU, hein, qui est l'aéroport abandonné, ça se fait par le sud et c'est pas possible par le nord. Et donc, notamment avant 2003 et l'ouverture des premiers points de passage, c'était très compliqué de traverser, très très compliqué. Euh, il y a seuls les employés justement de l'ONU pouvaient le faire, hein, ce qui là encore donne une expérience de vie très particulière pour des Chypriotes, hein. Mais c'était donc les seuls à pouvoir le faire, et des fois ça a pu être aussi des espaces de violence et de stress, etc. En particulier pour les Chypriotes turcs qui traversaient vers le sud pour aller travailler quotidiennement, hein, tous les jours. Mais oui, oui, à l'ONU, en tout cas à Chypre, ils sont obligés d'équilibrer des deux côtés. Mais en soi, ça n'a pas été tant un problème, notamment dans les entretiens, parce que même s'ils ont effectivement des expériences assez différentes, euh, souvent c'est des gens quand même qui sont assez convaincus, qui sont assez éloignés des récits nationalistes, et qui, en tout cas dans une certaine mesure, et qui sont de manière assez générale convaincus qu'on peut très bien travailler avec des gens de la communauté opposée, et qu'il n'y a aucun Ok. problème par rapport à ça. Qui sont convaincus du bien fondé de cette mission, quoi, d'une Ouais, certaine ouais, façon. bien sûr. Ok. Ouais. Pourquoi l'ONU recrute autant de locaux? Ça peut paraître être comme une question un petit peu stupide, mais je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire que des employés internationaux, ou alors c'est parce qu'il y a besoin forcément de la connaissance du territoire par les populations locales qui vont être employées, tout à l'heure tu parlais de faire
l'intermédiation, c'est pas ça. Attends, que je trouve le mot. L'inter... Oui, enfin l'inter... faire oui, oui, le permettre l'échange médiateur. justement entre la Voilà, mission l'échange entre la mission et la et les population. locaux. Ouais. Oui, C'est bah, en ça. fait, c'est exactement ça, c'est ces deux raisons-là, hein. Donc c'est d'abord effectivement ces connaissances locales qu'ont les locaux. C'est pour ça notamment qu'on a créé en particulier cette catégorie de National Professional Officer, NPO, qui avait justement pour objectif de permettre de faire émerger des profils qui ont certaines connaissances particulière de l'environnement local, notamment de la langue, de la politique locale, de la culture de travail, des sensibilités vis-à-vis du conflit. Euh, et ça va être vraiment très important pour pas être totalement déconnecté. Faut pas oublier que les employés internationaux, quand ils arrivent à Chypre, souvent ne connaissent rien, hein, et ils l'avouent eux-mêmes. En fait, ils le disent, hein, quand je suis arrivé à Chypre, je connaissais rien, quasiment rien du conflit. On m'a dit que j'allais à Chypre, j'ai lu quelques livres sur le conflit pour savoir de quoi il s'agissait, mais je connaissais pas. Et généralement, ces gens-là tournent tous les 2 ou 3 ans, changent de poste. Alors, à Chypre, ils ont tendance à rester un peu plus longtemps, mais généralement, ils tournent assez régulièrement et donc n'ont pas la connaissance du terrain, n'ont pas la connaissance de ce qui se passe. Et donc, les employés locaux, ils vont servir aussi à ça. Un exemple par rapport à ça, ça a été le plan Annan, justement. Donc, avant UNDP Act, la plupart des employés du UNDP Act travaillaient dans une autre agence de l'ONU, ce qu'on appelle UNOPS. C'est à ce moment-là qu'ils travaillaient quand le plan Annan est arrivé. Et l'ONU a beaucoup travaillé sur le plan Annan. Pour promouvoir le plan Annan, ils ont distribué des manuels pour expliquer les tenants et les aboutissants du plan Annan. Ils ont même travaillé à établir un nouveau drapeau pour la République de Chypre unie, pour trouver un hymne à cette nouvelle République. Ouais, ouais, ça allait assez loin. Et ce que à peu près toutes les personnes qui travaillaient à cette époque-là, là-bas, m'ont raconté, c'est que les employés internationaux étaient à peu près convaincus que le plan Annan allait passer des deux côtés et que les Chypriotes grecs allaient voter pour. Parce que les élites grecques avaient dit oui, et donc que les Chypriotes grecs allaient suivre et dire oui pour le plan Annan. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que bah, le plan Annan a été largement rejeté, mais que la plupart des employés locaux, aujourd'hui, ils disent, mais ça, nous, on l'a vu venir, parce qu'en fait, c'est ce qui se dit dans nos familles. On l'a vu venir, parce qu'on voyait bien que les gens, ils écoutaient pas ce que disaient les politiques. On voyait bien que le plan Annan, il était extrêmement populaire, il était même inacceptable. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, si on avait fait un sondage parmi les employés locaux, je suis même pas sûr que les employés locaux chypriotes grecs, je suis pas sûr que le plan Annan serait passé. Donc c'est pour dire à quel point c'était quelque chose qui était pourtant évident, c'était sous leurs yeux, et pourtant ils l'ont pas vu. D'où l'importance de se reposer sur les locaux, donc pour ces connaissances-là. Et puis la deuxième raison, effectivement, ça va être cette question de coût. À l'ONU, on est en particulier en ce moment dans une période où on essaye de diminuer les coûts et donc de diminuer les effectifs. Et pour ça, les internationaux, pardon, justement à cause de ces principes de rémunération, en fait, coûtent beaucoup plus cher à l'organisation. Et donc, on ne peut pas en envoyer autant qu'on peut recruter des locaux. Recruter des locaux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus flexible et c'est beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que on a autant de locaux. Le seul problème, c'est que ça vient avec des inégalités donc de revenus qui sont assez évidentes. En plus des hiérarchies professionnelles, mais aussi des problèmes de sécurité de l'emploi. Hein, donc, par exemple, j'ai pu interviewer quelqu'un qui a travaillé pendant 12 ans pour le PNUD avec des contrats renouvelables de 6 mois, tous les 6 mois. Donc, une précarité de l'emploi qui est quand même très importante. Et puis, on peut aussi évoquer une certaine exposition en danger qui est plus importante aussi. Alors, c'est encore plus fort dans d'autres missions qu'à Chypre, mais à Chypre aussi.
Voilà, j'ai reçu aussi plusieurs témoignages de personnes qui ont été insultées, qui ont vu leur voiture taguée, qui ont été ciblées par la presse, parce qu'ils et elles travaillaient pour l'ONU et qui étaient considérés comme des traîtres au sein de leur communauté, parce que l'ONU était vue comme ne favorisant pas les intérêts de leur communauté. Voilà, donc ça a pu aller assez loin aussi. Donc là aussi, il y a aussi des inégalités. C'est-à-dire qu'un international a un statut un peu plus protégé, même symboliquement, qu'un local qui est en fait à portée d'engueulade, quoi. Ok. Je crois que c'est un élément que j'ai vu dans ton mémoire, c'est la question des locaux qui parfois sont pas si locaux que ça. Est-ce Ouais, que tu pourrais revenir là-dessus? La définition de la personne locale qu'on emploie. exactement. Mais alors ça c'est vraiment en fait je pense au centre de mon mémoire, mais aussi de mon travail de thèse en fait. C'est qu'est-ce qu'être local, qu'est-ce qu'être un employé local. En fait, c'est la localité. Enfin, si je peux me permettre des néologismes, la localité, c'est vu comme quelque chose de totalement objectif par beaucoup de gens qui travaillent dans cette industrie, on va dire, du maintien de la paix. Il y a les locaux et les internationaux. C'est deux catégories différentes, mais qui sont évidentes. En fait, quand on commence à parler avec des employés locaux et des employés internationaux, en fait, moi, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, dans quelle case je range qui? Et sous quels critères? Parce que l'ONU dit par rapport à la nationalité ou par rapport au lieu de recrutement. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que en fait, la nationalité, ça va pas forcément être lié à votre niveau de connaissance de l'environnement local. Il y a beaucoup de Chypriotes, par exemple, qui sont issus de la diaspora. Chypre, voilà, Chypre, c'est un pays qui repose beaucoup sur sa diaspora, notamment dans les anciens pays, enfin dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni en particulier, en Australie aussi, aux États-Unis, au Canada. Et donc il y a beaucoup d'employés, enfin plusieurs employés que j'ai pu interviewer, qui sont en fait issus de cette diaspora-là en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et qui en fait n'ont jamais vécu à Chypre avant de venir y travailler. Ou même qui ne maîtrisaient pas totalement la langue de leur communauté, parce qu'ils n'ont pas grandi sur l'île. Donc ils ne parlaient pas turc au quotidien forcément à l'école ou quoi. Il y a aussi beaucoup d'employés en fait, c'est quelque chose qui est très commun à Chypre. Les familles, particulièrement les familles les plus favorisées, envoient massivement leurs enfants au Royaume-Uni ou aux États-Unis pour faire leurs études supérieures. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait leurs études supérieures au Royaume-Uni ou aux États-Unis et qui ont commencé leur carrière là-bas et reviennent à Chypre parce qu'ils ont trouvé une opportunité d'emploi pour l'ONU mais n'ont jamais travaillé à Chypre. Et en fait ont passé la moitié de leur vie ailleurs qu'à Chypre. Et ça, c'est des vraies questions intéressantes parce que c'est aussi un enjeu de débat. Hein. J'ai discuté avec des employés locaux qui, eux, avaient fait toute leur vie, avaient passé toute leur vie à Chypre, avaient fait toutes leurs études à Chypre, avaient fait toute leur carrière à Chypre, et me disaient, oui, mais après, bon, moi, je suis local, je parle pas des faux locaux. Comme ceux qui ne viennent, qui sont chypriotes, mais qui ne sont pas vraiment chypriotes. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'il y a des vrais ou des faux locaux, c'est de voir que justement cette catégorie, elle n'est pas si objective que ça, et que ce que fait l'ONU, c'est de placer une frontière qu'elle déclare comme étant objective et neutre, alors qu'en réalité, elle l'est pas. Et en fait, ça, c'est un peu l'objet de mon travail de thèse, c'est de comprendre comment on en vient à normaliser cette distinction-là au sein de ces instances internationales. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que c'est un enjeu de construction des identités de ces travailleurs-là. Euh, mais du coup, c'est aussi une question de relation de pouvoir. De relation de pouvoir pour dire qui c'est qui est local, donc qui c'est qui a les bonnes connaissances, qui c'est qui est très internationalisé, donc qui mérite d'avoir une promotion et d'avoir le même statut, pour qui c'est injuste d'avoir un statut déprécié par rapport aux internationaux. Donc tout ça, c'est des questions aussi de pouvoir, et en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très intéressant aussi, ces questions-là, je trouve. Ouais, moi ce que j'ai trouvé enfin fascinant, hein, horrifiant peut-être, plutôt, dans ton mémoire, c'est justement, donc tu parles de cette hiérarchie, de la distinction qui est faite, et en fait, j'ai découvert en te lisant que ça reposait quand même sur tout un tas de préjugés, parfois à la limite du racisme, hein. Enfin, je veux dire, tu m'arrêtes hein, si je prends trop de liberté, mais c'est quand même un peu
hallucinant, alors que tu te dis, bah quand même, on est dans un lieu où on devrait, tu sais, on œuvre pour l'humain, tu vois, genre c'est un peu... Oui, mais en fait, même dans ces lieux-là, c'est des lieux où on vient créer des significations, on vient reproduire des significations, et ces significations-là, parfois, effectivement, peuvent être... et certains l'identifient, certains employés locaux, pas tous, hein, l'identifient comme tel, lié à des logiques coloniales aussi. C'est quelque chose qui est enfin, fortement probable, ça c'est à peu près certain. Euh, En fait, ces préjugés dont tu parles, c'est vrai que c'est des préjugés, mais pour moi, c'est moins des préjugés qui sont à l'origine de cette différenciation que donner un sens à cette différenciation, la rationaliser. Dire qu'elle n'est pas là de manière arbitraire. Parce que justement, l'ONU, voilà, c'est toute une machine bureaucratique aussi qui cherche une certaine rationalité. Et dire oui, mais en fait, quand vous venez un peu demander à des employés internationaux, dire mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ben, pourquoi il y a ces hiérarchies-là? Pourquoi les locaux ils peuvent pas être plus haut dans la hiérarchie? Euh, et ben en fait, on vient vous dire que ben, c'est parce qu'ils représentent un danger. On va venir vous dire qu'ils représentent un danger, mais pas que les internationaux sont pas les seuls à dire ça, et on va y revenir sur les stratégies qu'emploient les locaux, mais certains locaux le disent aussi, hein. Mais ça, c'est une grande rhétorique qui explique, enfin, qui est dans ce truc de rationaliser tout ça. C'est dire les locaux représentent un danger parce que, comme, alors il y a plusieurs choses, mais comme ils sont généralement dans des situations plus précaires, ils vont être plus motivés par des raisons pécuniaires, et donc ils sont plus facilement corruptibles, et donc moins impartiaux. Euh, on va aussi remettre en cause leur impartialité en leur disant que ce sont des locaux, et donc ils appartiennent à une communauté qui est directement impliquée dans le conflit. Donc on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils risqueraient de favoriser une communauté par rapport à l'autre. On peut même aller plus loin dans la rhétorique et dire, même si on voulait leur faire confiance, ça risquerait d'endommager la perception que les parties prenantes ont de nous, Nations Unies. Parce que mettre un employé local trop haut dans la hiérarchie, ça pourrait être vu comme un signe de partialité. Et donc remettre en cause notre position de neutralité comme seul acteur pouvant parler aux deux parties. Mais Je ça, sais pas c'est si... verbalisé comme ça? C'est Oui, oui, verbalisé c'est vraiment comme verbalisé comme ça? ça que oui, oui, c'est verbalisé que ça représenterait un danger que cette hiérarchie est en fait rationnelle parce que ça représenterait un danger d'avoir des dangers, un danger surtout pour pour l'application du mandat de l'ONU, d'avoir des locaux trop haut placés dans la hiérarchie. Ouais, ouais, c'est vraiment c'est vraiment formulé comme ça. Et je trouve ça, c'est intéressant. Et puis, on vient aussi dire on vient le justifier en disant que les locaux n'ont pas les connaissances nécessaires. Quand ils Alors, sont pas vraiment locaux locaux, on voit que, comme on en a ouais, parlé, on voit que c'est pas tout à fait... mais ça oui, peut en ne fait, pas c'est être voilà, vrai, quoi, c'est voilà. pareil. C'est-à-dire qu'on vient figer une représentation du local. Donc, on vient dire les locaux n'ont pas les connaissances qu'il faut. Ce qui est assez paradoxal, parce que d'un côté, on vient de dire que l'ONU disait que c'est important qu'on ait des gens qui connaissent l'environnement local. Donc les connaissances des locaux sont intéressantes et sont très importantes pour l'ONU. Mais bon, ça, c'est d'autres personnes qui l'ont démontré, hein, et qui l'ont montré grâce à des super travaux, notamment travaux ethnographiques, Severino Tesser, etc. En fait, il y a une hiérarchie du savoir à l'ONU, mais enfin, même dans l'espace, enfin, dans les interventions internationales de manière générale. Euh, les connaissances dites locales sont moins valorisées que les connaissances génériques de construction de la paix. Donc on va favoriser des gens qui ont, par exemple, donc des internationaux, qui ont une expérience de mobilité, qui ont travaillé dans différents contextes, qui ont pu appliquer différents types de programmes de construction de la paix. On va considérer qu'ils ont de plus grandes connaissances que des locaux qui ont toutes les connaissances sur le conflit local, etc., etc. Donc il y a vraiment ces deux dynamiques-là qui rentrent
qui rentrent en considération, hein. Il y a ce que Severino Tesser et d'autres appellent the politics of knowledge, et c'est question de l'impartialité, hein, voilà, mise à l'écart parce que représente un danger. Ouais, et puis de double agenda, de double allégeance aussi, comme tu l'écris dans Exactement, ton mémoire, c'est exactement. ça. Justement, par rapport à cette appartenance locale. Mais c'est vrai qu'il y a des justificatifs qui peuvent un peu, enfin, qui peuvent étonner en fait quand on les entend à première vue, mais euh, pour naturaliser cette méfiance, par exemple, il y a des gens qui ont pu me dire que ben, à Chypre, la culture locale est méditerranéenne, presque moyen-orientale, et donc on est très attaché à sa communauté, particulièrement attaché à sa communauté. Ben, bon, là-dedans, il y a effectivement des discours qui se rapprochent d'un discours orientaliste classique, quoi. Mais en fait, ils s'en rendent pas forcément compte quand ils le disent, mais ça vient vraiment comme une manière de justifier un système dont la rationalité leur paraît du coup évidente, mais qui ne l'est pas forcément en fait. Et dès qu'on essaye de questionner ça, effectivement, il y a ces choses-là qui arrivent et ces choses-là sont hyper intéressantes quand on fait de la recherche sur ce sujet-là. Est-ce que, alors, donc forcément, pour parler de tout ça et de voir comment tout ça, toute cette hiérarchie, ces justifications sont perçues en fait par les employés locaux, tu as dû mener une enquête, tu as dû interviewer des gens. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Parce que c'est quand même des sujets sensibles et par exemple, moi qui suis complètement extérieure au sujet, tu me racontes, enfin ce que tu viens de me raconter, je me dis, mais les gars, ils sont profondément. Je sais pas si c'est du racisme, mais c'est. Tu vois, il y a des relents un peu. Tu vois, c'est un peu gênant, on va dire, voilà. Est-ce que ça a été facile de convaincre des gens de venir te parler de ce sujet où on va aborder des choses où il y a des gens qui sont mis dans des positions d'infériorité alors que face à une toute puissance qui sait mieux, qui fait mieux, qui dans tous les cas est plus impartiale, on va dire. Ouais, ouais. Alors, bon, sur ces discours-là qui sont adoptés, déjà, ils ne sont pas adoptés par absolument tout le monde. Déjà, c'est important de le dire quand même. Euh, et euh, Effectivement, c'est des discours qui peuvent avoir des relents, en tout cas, Peut-être pas raciste, mais un peu... racialisant Oui, c'est les ça, voilà. employés locaux. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mm, et en fait, ces dynamiques-là sont très intéressantes, mais c'est pas qu'à l'ONU, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est général, je pense, dans les interventions internationales. C'est quelque chose qui est en fait assez courant. Et il y a d'autres papiers qui montrent, d'autres articles ou travaux, livres, qui montrent ça assez bien, notamment dans l'humanitaire. Cette dimension de hiérarchie, que ces hiérarchies, elles sont racialisées. Pareil, il y a des articles qui le montrent, hein. Donc, le fait que les personnes blanches sont généralement plus haut placées que les personnes non blanches dans les hiérarchies professionnelles, dans les missions de maintien de la paix ou dans les missions humanitaires. Ça, pareil, ça a été montré, hein. Ça a été montré déjà. Ça, en soi, c'est pas forcément un scoop. Mais c'est vrai que, en fait, moi, c'est vrai que, bon, pour le dispositif d'enquête, euh, c'est vrai que, en fait, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit forcément sensible. Moi, je suis arrivé, je voulais faire, voilà, je voulais m'intéresser à ces hiérarchies-là, mais je pensais pas que ça allait être si sensible que ça. Moi, je suis arrivé en disant, bah, voilà, je veux voir comment travaillent les employés locaux. Généralement, les employés locaux, justement parce qu'ils sont plutôt en bas de la hiérarchie, ont des tâches qui sont souvent, on va dire, peut-être moins sensibles. Ils sont moins dans des négociations à haut niveau. Ils vont vraiment être sur le niveau le plus bas, au niveau du terrain. Et donc, enfin, je me suis dit que ça allait être en fait assez simple, enfin, relativement simple. Je suis pas arrivé trop confiant non plus, hein, pour être honnête. Mais, euh, mais en fait, en fait, j'ai rencontré plus de résistance que ce à quoi je m'attendais au début. Euh, et en fait, j'ai eu d'abord l'accès qui a été refusé euh, au début. Et donc là, j'ai dû travailler pour essayer de trouver des alternatives. Et donc, Qui c'est qui t'a refusé l'accès? c'est la mission elle-même. Ah En fait, d'accord, t'avais essayé de frapper à dans leur un porte premier et de temps, leur dire... j'ai essayé de passer par les instances officielles. Et
Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer, voilà, qui sont pas forcément liées à la sensibilité du sujet, qui peuvent être liées à des moments de flottement. On était dans un moment de renouvellement aussi des postes de direction, donc il y avait aussi peut-être un flou qui faisait qu'on n'avait pas le temps de faire ça. Il y avait aussi je sais plus, je crois que c'était le 60e anniversaire de la mission qui arrivait à ce moment-là aussi. Donc il y avait des gros préparatifs. Bon, voilà, ils n'avaient peut-être pas aussi la possibilité de m'accueillir et voilà, et peut-être aussi du stress parce que c'est une mission qui est plus sensible que ce qu'on croit. En fait, c'est un sujet qui est politiquement très sensible à Chypre, même si c'est une mission qui passe en dessous des radars. Donc oui, au début, ça a été un peu compliqué. Il y a quand même, voilà, il y a aussi des gens très gentils qui vous aident, qui peuvent aussi beaucoup vous aider. Et en fait, j'ai essayé de contourner, notamment en contactant des anciens employés qui ne travaillent plus, en me disant, ben, ceux-là, effectivement, auront moins de pression, de peur vis-à-vis de leur hiérarchie, voilà, ce sera plus simple, ils seront plus libres de me parler. Et effectivement, c'est clairement le cas. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'après, ça m'a donné accès à des gens qui travaillent actuellement. Et parce qu'ils sont passés par un intermédiaire qu'ils connaissaient et à qui ils faisaient confiance, ont pu me faire confiance. Et puis aussi, une difficulté, c'est que l'organigramme de l'ONU n'est pas disponible. Voilà, vous n'avez pas d'organigramme, il n'y a pas d'organigramme, à part pour toutes les positions les plus hautes, hein, il n'y a pas d'organigramme qui vous dit, ben voilà, pour les 117 employés locaux, voilà qui ils sont. Et donc, en fait, un outil très simple mais qui a été super utile, c'est LinkedIn. Parce que, en fait, sur LinkedIn, on a accès à tout leur parcours professionnel. Donc, on peut voir où ils travaillent, mais aussi s'ils y ont travaillé par le passé. Et comme ça, c'est vraiment d'une aide. Ça m'a été vraiment d'une grande aide. Pour moi qui travaille sur justement, j'étudie un milieu professionnel en particulier. Et donc, effectivement, tout de suite, c'est beaucoup plus simple, grâce à LinkedIn, de récolter des choses, de pouvoir un peu viser qui c'est qu'on contacte au début, et puis ensuite c'est ce qu'on appelle du snowballing. Donc à la fin de l'entretien, vous demandez s'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour faire l'entretien, et puis souvent ils vous disent oui, je reviens vers toi dans quelques jours, je leur demande s'ils sont d'accord, puis je reviens vers toi avec leurs contacts s'ils sont d'accord. Et moi, ça m'a ouvert des portes, beaucoup, beaucoup de portes comme ça. Et en fait, en un mois, j'ai pu réaliser 24 entretiens, il me semble. Donc en fait, c'est allé assez vite, alors que moi, j'avais aucune base, hein. À Chypre, je suis pas. Alors, j'ai aucune attache personnelle à Chypre, je connaissais pas le pays, j'y mettais les pieds pour la première fois quand j'y ai été. Ça a été vraiment. Bon, j'ai beaucoup appris sur Chypre, hein, mais je suis parti d'à peu près rien pour ce qui est du réseau. Et en fait, ça a pu aller assez vite quand on est sur place parce qu'en fait, les gens vous font beaucoup plus confiance, donc vous disent beaucoup plus de choses et vous permettent d'organiser plein de choses. C'est comme ça que j'ai pu aussi faire un focus group. Bon, on va peut-être y revenir, mais voilà. Donc, voilà. C'est cool, tu précèdes mes questions, c'est génial. Parce que j'allais te demander si tu étais allé sur place ou si ça s'était fait que par visio, mais bon, là, tu as répondu à ma question. Et donc, du coup, tu as donc fait ces 24 interviews et bah, là, tu viens d'évoquer le focus group. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, juste par rapport j'en ai aussi fait en Zoom, notamment avant et après, hein. J'en ai fait en Zoom avant pour pouvoir aussi développer ce réseau avant d'arriver, commencer à prendre contact avec des gens, parce que faire des entretiens, c'est récolter des données, mais c'est aussi prendre contact. Et donc ça, c'est très important, même de faire des entretiens exploratoires avant d'aller sur le terrain. Et j'en ai fait aussi après pour pouvoir aussi interviewer des gens que, voilà, ouais, au bout d'un moment, il faut prendre un billet d'avion et rentrer parce qu'on n'a pas un budget extensible. Et donc, il faut rentrer, mais s'il vous reste quelques personnes à interviewer, ben, ça peut se faire en Zoom. Si elles vous font confiance pour le faire en Zoom, ça peut se faire. Moi, j'en ai fait comme ça et bon, tout ne peut pas se faire en Zoom, mais bon, à la marge, ça peut se faire. Sur le focus group, oui, sur le focus group, alors j'en ai fait qu'un, parce que c'est pas une recherche basée sur le focus group comme certains font, qui peuvent être des super recherches, honnêtement. Moi, c'est surtout sur les entretiens individuels, mais j'ai aussi fait des focus group. En fait, c'est tout simplement par chance, je l'avais pas prévu, mais en fait, un de mes participants
que j'interviewais, un des premiers que j'ai interviewé quand je suis arrivé à Nicosie, euh, effectivement, lui m'a beaucoup, beaucoup aidé et m'a donné beaucoup, beaucoup de contacts. Et donc, au lieu de les contacter un par un, j'ai organisé, grâce à lui, un focus group qui les réunissait. Donc, c'était que des anciens employés du PNUD, de UNDP Act, et ils étaient 7. J'en ai sélectionné, je les ai pas tous contactés. J'en ai sélectionné 7 et on a fait un entretien collectif qui a duré 2 heures et où en fait je posais des questions larges et ensuite je les laissais débattre entre eux. Et ça c'est super intéressant parce que ça permet aussi de faire émerger euh, et de faire émerger la manière dont ils construisent collectivement la manière dont ils appréhendent leur environnement, le monde, leur travail, les relations hiérarchiques au travail, etc. Comment ou le statut d'employé local, comment ils se le représentent collectivement. Voilà, ça pour ça c'est assez intéressant. Et donc, dans toutes ces interviews, tu essayais de voir en fait comment les employés locaux de ces deux missions euh, se positionnent en fait dans cet environnement hiérarchique onusien à Chypre. Et tu as identifié, je crois, 4 stratégies. Donc c'est des schémas, enfin c'est schématique, hein, c'est voilà des grandes catégories de positionnement, on va dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ouais. Alors ces stratégies, c'est alors des stratégies qui peuvent se recouper déjà. C'est pas des stratégies qui sont totalement indépendantes les unes des autres, hein. Et selon le sujet de conversation, les personnes, donc les employés locaux pour le coup, parce que là c'est vraiment centré sur les employés locaux, peuvent choisir d'adopter une ou l'autre de ces stratégies. Donc dans un seul entretien, on peut en avoir plusieurs, ce qui peut être assez déroutant aussi et paraître assez incohérent parfois dans le récit qui est donné, mais qui est en fait on retrouve la cohérence quand on comprend pourquoi ils le font. En fait, pourquoi ils adoptent telle ou telle stratégie, parce que c'est lié à leur navigation de ces qui sont des espaces de pouvoir. Donc, ces 4 stratégies, pardon, en fait, bon, il y en a, voilà, j'ai les noms en anglais parce que j'ai pas les noms j'ai pas traduit le mémoire, donc j'ai pas C'est pas grave, cherché d'équivalent en c'est français. pas grave. Mais la première, ça va être ce que j'appelle endorsement, qui est la stratégie, en fait, où le discours produit par l'ONU sur cette différenciation entre locaux et internationaux comme étant naturelle et comme étant rationnelle parce qu'elle protège l'ONU et parce que les locaux n'ont pas les connaissances suffisantes. Et ce discours-là est repris. Et donc, D'accord, par les voilà, employés on locaux. va dire effectivement, nous, employés locaux, nous n'avons pas les connaissances génériques en construction de la paix. Nous avons besoin des connaissances des internationaux. Et puis, faut pas qu'on soit trop dans la hiérarchie parce que c'est vrai qu'on pourrait voilà, faire fuiter des informations, etc. Porter atteinte à l'image de l'ONU aussi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment la reprise du discours des internationaux en particulier. Et donc dans cette situation-là, la hiérarchie, elle est vue comme étant juste, justifiée, normale. Et donc c'est vraiment une reproduction. Il y a pas de dimension de résistance dans ce discours-là. On vient de dire, oui, bah, effectivement, cette hiérarchie est normale et elle doit continuer à être comme cela. Ça, c'est la première catégorie. Euh, la deuxième catégorie, c'est celle que j'appelle capitalization, donc bon, celle-ci elle se traduit facilement, capitalisation, où effectivement les employés viennent accentuer la différenciation qui est faite entre les employés internationaux et locaux. Donc on vient dire, c'est vrai que les employés locaux et les employés internationaux sont très différents. Donc là, dans un premier temps, on peut se dire c'est de la reproduction. Il y a du coup une dimension de reproduction. Mais la valorisation de ces deux catégories distinctes est inverse. On vient retourner totalement cette valorisation-là, et on vient dire que les connaissances des locaux sont bien plus valorisables
dans un environnement de construction de la paix que les compétences et les connaissances des internationaux. Notamment parce que les locaux vont avoir cette connaissance du local, cette connaissance de la sensibilité des gens, de l'histoire et donc des sensibilités historiques, euh, etc., etc. Donc on vient valoriser le local, on vient valoriser aussi les motivations des locaux. Donc là, on retourne totalement le discours. Avant, on disait que les locaux étaient motivés par l'argent et donc étaient facilement corruptibles. Et là, on vient de dire que non, les internationaux sont là, sont motivés par leur évolution de carrière et les locaux sont motivés par la volonté de faire quelque chose pour leur pays. Donc là, on vient totalement retourner la situation. Et en parallèle, on diminue l'importance de l'impartialité dans l'ONU. On vient dire que effectivement, la représentativité parfois est plus importante que l'impartialité dans un processus de construction de la paix. Donc il y a une forme d'appropriation de ce processus de construction de la paix. Ça doit être un travail que les Chypriotes font et pas que les internationaux font pour les Chypriotes. Donc là, il y a une vraie dimension de contestation quand même. Et donc, on pourrait dire qu'il y a il y a la création d'une forme de capital local. Hein, que ça, enfin, je le reprends à quelqu'un d'autre qui s'appelle Patricia Ward, qui a aussi travaillé sur les locaux les travailleurs locaux des missions humanitaires en Jordanie. Et donc, il y a grâce à cette production de capital, on vient retourner hein, cette dévaluation du local pour réévaluer le local. Et donc là, effectivement, on perçoit la position dans laquelle ils perçoivent la position dans laquelle ils sont comme injuste. On vient dire, du coup, ce n'est pas normal qu'on soit tout en bas de cette hiérarchie. Hein. Et ça devrait changer. La troisième catégorie, c'est donc le refus, refusal, qui est le refus d'être considéré comme l'autre, donc différent. Euh, et donc là, dans ce discours-là, euh, c'est l'inverse de capitalisation. C'est-à-dire dans ce discours-là, on vient nier la différence entre les deux catégories de staff. On vient de dire il n'y a pas de différence entre les locaux et les internationaux. Alors que dans capitalisation, on disait ils sont différents, mais en fait, c'est dans l'autre sens, hein, la valorisation. Là, on vient de dire non, mais de toute façon, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Et donc, on vient de dire qu'on a les mêmes compétences, qu'on a la même éducation. On a les mêmes compétences et la même éducation, notamment parce qu'on a fait ces études dans les pays dits occidentaux, parce qu'on a la même culture, parce on se dit de culture dite européenne, ou qu'on a les mêmes motivations nobles pour la construction de la paix, etc. Et que sur l'impartialité, de toute façon, ça ne pose pas un problème, parce que de toute façon, il y a des procédures qui empêchent l'arbitraire. Donc même si des locaux étaient plus hauts dans la hiérarchie, de toute façon, l'impartialité de l'ONU serait conservée. Et que euh, les locaux, de toute façon, comment dire, ont cette évolution dans la vision du conflit et ont cette capacité à apprendre et à évoluer au sein de l'ONU et à devenir des employés internationaux neutres. Donc ça, c'est le discours donc, du refus. Donc on refuse la différenciation entre les deux, qu'on pourrait voir comme un discours de résistance, de résistance à ce système-là, hein, qu'on cherche presque à abolir en fait, dans l'idéal. Mais dans la réalité des entretiens que j'ai menés, la plupart du temps, il y avait quand même une très grande dimension de reproduction, dans le sens où ce discours-là, créant cette différenciation, créant un autre, en fait, il est nié pour soi ou pour sa communauté, mais il est reproduit pour d'autres. Donc on va dire, moi, parce que j'ai fait mes études aux États-Unis, je mérite pas d'être dans cette position-là, parce que j'ai le même profil que les internationaux. Par contre, ceux qui ont fait leurs études à Chypre, dans des universités moins prestigieuses, oui. Ou alors, ça va être, nous, à Chypre, oui, parce que on est des Européens, mais en Afrique, non, parce que le niveau d'éducation est plus faible, le pool dans lequel va recruter l'ONU est moins qualifié, etc., etc. Donc on vient le nier pour soi ou pour sa communauté, mais on vient le reproduire sur d'autres dans la
quasi-totalité des cas. Donc, il y a une dimension de résistance pour soi, mais une dimension de reproduction pour d'autres. Donc ça, dans cette catégorie, en soi, elle est très intéressante pour ça, justement. Et la dernière, c'était peut-être la plus particulière, ce que j'ai appelé detachment, détachement, qui est une catégorie qui est adoptée en particulier par les plus précaires, notamment ceux qui ont des services contracts ou qui sont general service, qui, à la différence de capitalisation, où ça, la plupart du temps, ça va être des NPO qui vont adopter ce genre de discours-là. Notamment parce que quand on est NPO, euh, les connaissances locales sont déjà valorisées par l'organisation. Donc c'est plus facile de revaloriser ces connaissances-là. Dans la catégorie du détachement, ça va souvent être des gens plus précaires, qui ont des jobs plus administratifs ou, euh, ou moins valorisés socialement, et qui vont dire, ouais, qui me disaient clairement, bon écoute, Hugo, de toute façon, je peux rien faire, je peux rien changer, donc ça sert à rien que j'essaye de changer les choses, ou que je me tanne à essayer de me dire si c'est juste ou pas. En fait, c'est sans doute pas juste. Si tu me demandes si c'est juste, si tu me demandais si c'était juste, ben, je dirais sans doute non, mais en fait, je me pose pas la question, et j'essaye de pas me poser la question, parce que de toute façon, je peux rien y changer. Et c'est justement souvent parce que c'est les plus précaires enfin, ça c'est assez clair que c'est justement parce que c'est les plus précaires. C'est plus à risque, on va dire. C'est plus risqué pour eux de se positionner. Exactement, c'est beaucoup plus risqué. Et donc, ils refusent en fait de s'impliquer dans ce discours-là, alors que tous les autres se positionnent vis-à-vis de ce discours, l'acceptent, le changent, etc. Eux refusent de s'y impliquer, et à la place de naviguer leur environnement de travail par rapport à ça, ils vont naviguer leur environnement de travail en mettant en avant leur éthique de travail individuelle et personnelle. Ils vont dire, voilà, moi je travaillais beaucoup, moi j'étais gentil ou gentille avec tout le monde, justement parce que c'est important pour pouvoir avoir, ben, en fait, pour que vos supérieurs hiérarchiques vous donnent des opportunités professionnelles. Je refusais jamais du travail, j'étais workaholic, voilà, ce genre d'expression-là, justement pour pouvoir gravir les marches petit à petit, parce qu'en fait c'est le seul moyen d'avoir une évolution de carrière qui est très lente qui peut être très lente pour les personnes qui partent d'en bas au sein de l'ONU. Voilà. Et assez difficile, il y a un certain plafond de verre aussi. Ok, et dans ces stratégies et dans les conversations que tu as eues donc avec tous ces gens-là, est-ce que tu as senti à un moment donné, alors qu'il y avait eu une révolte, c'est pas le terme, mais qu'il y avait eu un essai de certains ou une stratégie qui avait été mise en place plus qu'une autre par certains pour essayer de faire bouger les lignes, enfin voilà, ou une velléité de faire avancer quelque chose, ou alors justement peut-être en ayant la stratégie du détachement, est-ce que c'était peut-être le détachement qui était le plus global, je sais pas, est-ce qu'il y a une logique qui s'est détachée, qui est privilégiée ou pas du tout? Alors, ouais, c'est assez compliqué parce que euh, par rapport aux stratégies qui peuvent être adoptées enfin, ces stratégies-là, euh, disons que pour ça va dépendre de beaucoup de choses. Les NPO en particulier vont mettre en avant donc ce truc-là de capitalisation. Rhétoriquement, ils vont venir contester et essayer de résister. Mais dans les faits, ben, en fait, moi, voilà, la dimension que j'étudie en termes de résistance, c'est dans le discours. Voilà, dans le discours et dans la manière dont ils font sens des choses. Dans la réalité, c'est très compliqué. En tout cas, moi, on m'a jamais, à chaque fois que j'ai posé la question, on m'a jamais parlé de syndicats. Je sais que ça existe dans d'autres agences de l'ONU. Il y a des syndicats, il y a des grèves. Si on regarde par exemple, UNRWA en Jordanie, en Palestine, il y a eu plusieurs fois des vagues de grève des employés locaux de l'UNRWA sur des questions de rémunération, par exemple. Donc ça peut exister une forme d'organisation collective de la contestation. À Chypre, je l'ai jamais vu. À Chypre, ça s'est plus exprimé. Alors il y a eu quelques exemples. Il y a eu quelques exemples où on m'a dit voilà telle personne a ouvert sa bouche et a dit que c'était pas juste.
mais a été un peu mis au placard. Donc il y a un vrai risque pour les évolutions professionnelles, pour l'évolution de carrière notamment. Et c'est pour ça que ça sert à rien que voilà, c'était quelqu'un qui justement utilisait cette stratégie du détachement rhétoriquement. Et pour les autres, non. Dans la plupart, soit par rapport au fait que ce soit bouché, ils acceptent. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui était justement dans cette catégorie du endorsement et qui acceptait, disait c'est normal, c'est hiérarchie. Et il est arrivé à un moment où il était face à un plafond de verre, il était NPO, il pouvait pas monter plus haut. Ben, il a démissionné, il allait travailler pour une autre organisation. Euh, enfin, une autre entité qui lui permettait d'avoir une évolution de carrière. Donc, c'est souvent des stratégies plus individualisées. Les stratégies de résistance vont être, de ce que j'ai vu à Chypre, vont être souvent plus individualisées. Souvent, il va y avoir des démissions aussi. Par exemple, face à un système qui considère injuste, qui leur donne pas la sécurité de l'emploi suffisante. Moi, j'ai interviewé des gens qui ont décidé de démissionner en disant, ben voilà, j'ai été humilié dans mon environnement de travail par un de mes supérieurs hiérarchiques, qui a fait comprendre à tout le monde que je ne serais sans doute pas, mon contrat ne serait sans doute pas renouvelé. Du coup, j'ai démissionné parce que je savais que dans 2 mois, j'aurais sans doute plus d'emploi. Et donc, j'ai cherché autre chose. Donc, c'est souvent des stratégies plus individuelles où on va essayer de contourner, on va essayer ben, en fait, on va finir par sortir de l'organisation parce que c'est toute une machine. En fait, on peut pas à la marge, pas comme une petite entreprise où on peut. Non, en fait, c'est compliqué. Alors, on peut essayer de. Il y a des moyens hein, quand même, il y a des moyens pour passer de JS à NPO, donc certains passent des concours pour pouvoir y arriver, mais en fait c'est assez compliqué. Et il y en a beaucoup qui sont restés bloqués dans des positions JS pendant très 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 longtemps, sans pouvoir passer NPO, sans pouvoir... voilà, parce qu'ils n'ont pas les conditions en termes de diplôme, parce qu'ils n'ont pas les conditions, parce qu'ils n'ont pas réussi le concours, etc. Et donc ouais, c'est la plupart du temps, ou alors il y a une certaine aussi rancœur vis-à-vis de l'ONU hein, et de ce système-là qu'on a, voilà, beaucoup d'anciens employés de UNDP Act qui donc ont été mis sur le côté à partir de 2013, voire même un peu avant, ont, voilà, qui ont essayé de recandidater. Enfin, plusieurs ont décrivé ça comme décrivé l'ONU comme un trou noir à CV. C'est-à-dire qu'on envoie des CV et en fait on n'est jamais recontacté, même si on y a travaillé par l'ONU pour le passé. Donc c'est assez compliqué, c'est souvent des stratégies individuelles de ce que j'ai pu voir à Chypre, rarement collectives. Voilà. Moi, j'ai une question donc, qui me taraude depuis tout notre discussion. Est-ce que, tu sais, toute cette histoire de préjugés, de hiérarchisation, tout ça, là, vraiment des enclaves, en fait, tu as l'impression qu'il y a plusieurs enclaves dans le système hiérarchique de l'ONU pour ces missions-là. Est-ce que tu penses que dans des missions moins importantes. Alors c'est l'ONU, donc je ne sais pas quel type de mission serait moins importante qu'un maintien de la paix entre deux communautés qui s'arrachent la tête, etc., qui se sont affrontées très violemment. Mais est-ce que tu penses qu'il y a autant de préjugés sur les employés locaux dans des missions qui sont alors moins importantes, même si j'ai pas d'exemple, mais où il y a moins d'enjeux tu sais, d'impartialité, de double agenda. Est-ce que c'est possible d'avoir... Enfin, je sais pas si tu comprends ma Ouais, question. je comprends la question. À mon avis, non. Dans la mesure où, bah, déjà, oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. En fait, c'est compliqué de trouver une mission avec moins Qui serait d'importance, de moins importante de classifier l'ONU, quoi. l'importance. Ouais, ouais, De ouais. l'ONU Parce surtout. qu'en fait, déjà, en fait, Chypre est considéré comme une mission un peu plan-plan, euh, qui est décrite comme telle. Enfin, vraiment, des internationaux et des locaux décrivent la mission à Chypre comme un camp de vacances, en fait, des fois. Alors, bon, ça ne l'est pas dans le sens où la mission de l'ONU opère dans un conflit qui a, voilà, qui a encore des plaies ouvertes, béantes et douloureuses.
Et il y a quand même des enjeux. Mais dans la réalité concrète du terrain, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger pour les gens qui y travaillent. C'est une mission qui est familiale. C'est-à-dire dans le sens où, familiale, dans le sens family friendly. C'est-à-dire qu'on peut y venir avec sa famille. Ce qui n'est pas le cas de toutes les missions. Beaucoup de missions, voilà, si vous partez au Congo, en Centrafrique ou en Afghanistan, vous ne pouvez pas y aller avec votre famille. Par contre, à Chypre, c'est possible. Et donc, c'est vrai que c'est donc parfois vu comme une mission un peu plan-plan. Et donc, on pourrait se dire un peu moins importante. Malgré tout, je pense que ça l'est quand même. Et surtout, quand je pense aux autres missions, euh, en fait, il faut voir que les missions de maintien de la paix aujourd'hui sont surtout en Afrique. Hein. Rares sont les missions de maintien de la paix qui sont en dehors de l'Afrique. Alors, il y en a au Moyen-Orient, il y en a au Liban, il y en a dans le plateau du Golan, il y en a une au Kosovo aussi, par exemple, qui sont globalement des missions assez réduites en taille, à part pour la mission au Liban. Mais sinon, les grosses missions sont en Afrique. Et ces grosses missions-là, à mon avis, cette différenciation entre les deux, locaux internationaux, est plus importante encore là-bas. En fait, c'est les indices que j'ai eus. Moi, je peux difficilement le dire parce que j'ai pas mené mon enquête là-bas. Donc, je peux pas m'avancer trop là-dessus. Mais je pense que c'est plutôt le phénomène inverse. Pour des missions, pour ces missions-là, pour la plupart des missions de l'ONU, en fait, cette différenciation internationaux locaux est plus importante. Et à mon avis, à Chypre, justement, c'est particulièrement notable que ces différenciations soient en fait assez visibles parce que euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup ce discours de on est à Chypre, on est européen, etc. Et pourtant, il y a quand même ce discours orientalisant qui est assez présent de Chypre et la porte d'entrée ou un point de passage entre l'Orient et l'Occident, etc. Donc il y a une mentalité moyen-orientale qui peut être associée à une faible éthique de travail, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voilà, voir dans un entretien. C'est voilà, associer le fait que voilà, il y a une mentalité méditerranéenne, moyen-orientale, donc on ne respecte pas les deadlines, voilà, ce genre de discours-là, on l'a à Chypre, voilà, ce discours-là se forme autour d'un discours orientaliste classique, parce que Méditerranée orientale, parce que Moyen-Orient, mais en Afrique, je pense que ça se reconstitue autour d'autres discours qui sont à peu près du même acabit. Ouais. Donc, du coup, on l'a dit, maintenant, tu es en thèse. Tu as obtenu une thèse, tu es rentré en doctorat. Tu continues sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles maintenant? Est-ce que tu as un terrain particulier ou la question qui tue, là? Ouais, exactement. Alors oui, donc oui, je suis en thèse. Je continue effectivement sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Bon, effectivement, évidemment, un travail de thèse, c'est pas la même chose qu'un travail de master, même si un mémoire de master, c'est déjà un travail de recherche qui peut être valorisé. Mais je pense il y a de la matière pour faire une thèse là-dessus. Là, en fait, l'angle du mémoire est assez réduit, parce qu'on a beaucoup parlé des locaux, mais en fait, l'angle du mémoire est très réduit. C'est comment les locaux réagissent au discours justifiant les hiérarchies, les légitimant, les naturalisant. En thèse, ce que je cherche, c'est ce que je fais et ce que je vais continuer à faire, c'est essayer de comprendre d'où viennent ces discours. Donc l'objectif, c'est essayer de remonter aussi un peu, faire une sorte de généalogie de ces discours-là, de ces catégories-là et des discours qui y sont associés, voir comment ces catégories ont été créées, dans l'ONU, mais pas forcément que dans l'ONU, parce qu'en fait, ça parle à quelque chose de beaucoup plus large que l'ONU. C'est toutes les interventions internationales, tous les types d'interventions internationales. Cette différenciation, elle est présente partout. Elle est présente dans les interventions humanitaires, elle est présente, ça saute aux yeux dans les ambassades, par exemple, aussi. Hein, si vous allez dans les ambassades, souvent, vous avez des employés locaux qui sont employés dans les ambassades et qui, pareil, sont définis par leur localité. Donc en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça, que les missions de maintien de la paix. Donc, l'objectif, c'est de faire une sorte de généalogie de ces catégories-là, voir d'où ça vient, voir d'où viennent ces discours-là, qu'est-ce qui y est associé, et faire une étude ethnographique pour voir quel sens ça prend aujourd'hui. Et donc mêler cette partie un peu plus
généalogique et ethnographique actuelle. Vraiment sur cette différenciation-là qui est, je pense, vraiment centrale dans l'espace international, en fait. Et, et c'est important quand enfin, c'est un peu le lien avec les relations internationales, parce que depuis tout à l'heure, on peut se demander qu'est-ce que je fais en relations internationales. Et en fait, c'est ça, hein, c'est parce qu'en fait, j'étudie comment se structure l'espace international des professionnels, qui est un espace transnational des professionnels de la paix. Donc voilà. Alors, sur le terrain, je ne suis pas totalement fixé, pour être honnête. Je pense que je vais repartir à Chypre parce que, effectivement, j'ai déjà des contacts. J'ai aussi, voilà, je trouve que c'est un terrain qui est super intéressant, qui est particulièrement peu étudié. Hein, quand on parle des missions de maintien de la... Quand on lit la littérature académique sur le maintien de la paix, Chypre est une mission qui est assez peu étudiée comparée aux autres missions, particulièrement missions africaines, MINUSCO au Congo, la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en Centrafrique. À côté, Chypre, ça passe vraiment en dessous des radars, justement parce que c'est souvent vu comme une mission plan-plan. Et donc pour ça, juste rien que d'apporter plus de connaissances empiriques sur la mission à Chypre, en soi pourrait être déjà un apport. Et comme je te l'ai dit, de toute façon, ces dynamiques-là s'expriment aussi à Chypre. Alors il y a peut-être une comparaison qui est en train de se construire, on verra. Et peut-être au-delà de l'ONU, moi je pense que ce qui sera intéressant, c'est de voir aussi ce qui se passe dans le secteur de l'humanitaire, en fait, de voir quelles sont les différences, parce que malgré tout, par exemple, il y a des mouvements qui sont assez différents dans les deux secteurs, où dans le secteur humanitaire, depuis 2016, il y a un gros mouvement vers ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire dire ce qu'il faut, c'est que les projets soient les plus locaux possibles, implémentés par des locaux, construits par des locaux, etc. On le trouve dans une certaine mesure dans le discours de l'ONU, mais beaucoup moins institutionnalisé que dans le secteur humanitaire. Et ça, c'est assez clairement relié à cette question à l'organisation du travail et donc aux hiérarchies entre les travailleurs. Et donc c'est aussi voilà, quelque chose qui m'intéresse pour mon travail de thèse. Ok, on sait que ça peut être difficile d'obtenir une thèse. J'en discute régulièrement avec des étudiants en M2 qui sont brillants, mais qui parfois n'ont pas accès, ne peuvent pas faire de thèse. Toi, est-ce que... Alors, on a compris au début que c'était pas ton plan vraiment initial, etc. Mais malgré tout, à part être brillant, est-ce que tu as mis... J'aime bien cette question. J'avais écrit, je rigolais toute seule. Donc, à part avoir du talent, voilà. Non, est-ce que tu as mis en place une stratégie, quelque chose en particulier pour obtenir cette thèse ou pas vraiment ça peut être des conseils à donner à des M2 qui, là, se préparent, voudraient se préparer l'année prochaine, parce que je crois que les thèses ont déjà été décidées pour cette année. Ça tombait, là, mi-juillet ou non, mi-juin, je sais plus. Mais en tout cas, pour ceux qui arriveront l'année prochaine, est-ce que tu aurais... qu'est-ce qui t'a aidé, toi, tu penses, pour décrocher une thèse? Ouais, alors, à part mon talent personnel, du coup, si j'essaye de répondre, en fait, moi, je peux parler de moi et de ce que j'ai fait et de ce que je pense j'ai fait de bien et je fais de moins bien. Euh, En fait, moi, j'étais vraiment pas convaincu par l'idée de faire une thèse au début, hein. C'est vraiment celle qui me supervisait, qui m'a poussé à candidater, même si j'étais pas sûr. On sait jamais, ça coûte pas grand-chose. Et donc j'ai effectivement candidaté à plusieurs thèses en fait, dans différents pays, à différents types de contrats. Moi j'ai été refusé pour plusieurs, enfin, pour les deux. En fait j'ai candidaté à pour trois programmes et j'étais refusé dans les deux premiers, et en Italie, en Suisse. Et en fait, j'avais quand même candidaté sans être sûr, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Pour candidater, ça prend quoi, en fait, pour candidater? C'est qu'est-ce qu'il faut envoyer? Il y a un truc... c'est standard... Ouais, Enfin, il y a un truc à suivre, une ben, liste ça dépend, d'ingrédients. ça change selon les universités. Donc, si, donc il y a généralement une sorte de lettre de motivation quand même. L'élément le plus important, c'est le projet de recherche, évidemment, qu'il faut travailler. Et ensuite, ça varie, hein, mais généralement, tu as un projet de recherche à rendre qui est relativement court et qui doit en fait
convaincre quelqu'un et ensuite il y a une deuxième étape la plupart du temps avec un entretien en personne ou en Zoom. Enfin, moi je les ai fait qu'en Zoom. Et ensuite on peut voilà, voir si ça colle ou pas pour l'encadrement. Voilà, si le projet tient la route ou pas pendant cet entretien-là. Et c'est vraiment une étape qui est hyper importante. Moi, par exemple, j'ai fait un de mes entretiens avec quelqu'un qui, voilà, j'avais candidaté, le thème lui avait plu. Moi, j'avais précisé que je voulais faire un travail qui était euh, qualitatif, même si ça s'intégrait dans un projet quantitatif. Moi, ma thèse serait quantitative. Et en fait, à l'entretien, on s'est rendu compte que ça ne collerait pas. Elle était, voilà, la potentielle directrice de thèse, voilà, était vraiment très sympathique. On s'est très bien entendu, mais ça ne marchait pas au niveau recherche. Donc ça, c'est hyper important. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment bien miser le nombre de candidatures à réaliser. Donc ne pas en faire trop peu. En fait, en faire trop peu, c'est risquer de ne pas être pris et de se retrouver sans rien. Parce que en fait, candidater en thèse, c'est aussi beaucoup de chance. Faut qu'il y ait quelqu'un dans l'université dans laquelle vous candidatez qui est intéressé par votre thèse, et c'est pas forcément le cas. Ça repose beaucoup sur du hasard. Vous pouvez avoir quelqu'un avec un autre projet qui bosse sur le même thème et qui va être pris à votre place. Ça veut rien dire de la qualité de votre travail, de votre qualité à vous. C'est juste du hasard, quoi. Moi, je connais des gens qui avaient des super projets. Je connais quelqu'un en particulier qui avait un super projet, qui a été refusé quelque part, et puis après, il a été pris ailleurs. Ben, parce que peut-être que dans l'endroit où il a candidaté, Oui, ben, il y ça avait juste cliquait pas, personne quoi. à ce Voilà, c'est moment-là qui ça, était ouais. intéressé par son projet. Et ça veut rien dire de la qualité du projet. Donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et de l'autre côté, ne pas non plus trop multiplier les candidatures. Parce que, certes, une fois que vous aurez fait une candidature, vous allez pouvoir réutiliser votre projet de recherche. Mais il faut pas non plus que ça devienne un projet de recherche générique que vous envoyez à toutes les universités, parce que sinon, parce qu'en fait, à chaque projet de recherche, il faut personnaliser vis-à-vis du département où vous allez candidater, vis-à-vis du programme, vis-à-vis du prof, si le prof est déjà identifié, enfin du chercheur, de la chercheuse, si il ou elle est déjà identifié. Donc, il faut toujours personnaliser, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi. Or, généralement, en M2, c'est le moment où on rédige le mémoire, ce qui est déjà une source de travail et une source de stress. Donc, mieux vaut limiter ça et se contenter de quelques candidatures, ne pas trop les multiplier. Et si ça marche pas, bah, en fait, il n'y a rien qui vous empêche de candidater l'année qui suit ou dans les années qui suivent. Honnêtement, en fait, faire sa thèse juste après son master, c'est pas une norme. Il y a énormément de gens qui le font des années après une première expérience professionnelle. Voilà, il n'y a rien qui est perdu si vous n'avez pas été pris dans le programme auquel vous avez candidaté. Ça veut rien dire, quoi. Vous pouvez recandidater, peut-être avec un meilleur environnement, voilà, dans un meilleur contexte et ça marchera. Voilà. Donc c'était ça le conseil que je pourrais donner. Voilà. Ok, donc toi, tu as été pris à Sciences Po Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui c'est qui te dirige, pour savoir? Bah, c'est Chiara Ruffa, Ah, c'est bah, Cara Rufa. la même chercheuse qui m'encadrait pour mon master. Ok, d'accord. Alors, je sais pas si je te pose cette question parce que c'est quand même vachement prématuré, mais est-ce que tu as des plans pour l'après-thèse? Dans Alors, 4 ans, dans 3 4 ans, 5 ans, je sais pas. T'as vu? euh, Je te donne une large portion de temps, 3 4 ans, 3 4 5 ans. ouais, ouais. Ben, on va dire que je continue sur ma lancée, c'est-à-dire à me décider au dernier moment. Euh, à ne pas savoir quoi faire à l'étape qui suit. Non, honnêtement, j'ai pas de projet professionnel bien délimité et bien précis actuellement. Euh, pour l'instant, effectivement, moi j'aimerais bien continuer dans la recherche. Euh, Pourquoi pas, soyons fous, obtenir un poste. Mais je sais que c'est très compliqué et c'est extrêmement bouché. Et voilà. Ça, là encore, il y a énormément de gens brillants, hyper talentueux qui n'arrivent pas à décrocher de poste, mais c'est pas de leur faute, c'est juste parce que c'est comme ça. Et donc, bon, si on est un peu honnête, ça peut être compliqué. Donc, pour l'instant, je sais pas trop et je me concentre sur ma recherche. Je me dis, ben, je trouverai quelque chose, je trouverai bien quelque chose au pire. Voilà, ce sera déjà une belle expérience. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé pendant la rédaction de ton mémoire? Tu as parlé de ce stress de rédiger le mémoire
Et en même temps, à côté, préparer des candidatures pour le doctorat, donc double stress. Est-ce que, je sais pas, pour la rédaction de ton mémoire, très concrètement, est-ce qu'il y a t'as des petits conseils, il y a des choses qui t'ont aidé à vivre bien cette période? Et puis, est-ce que, je sais pas, t'as fait plein d'autres choses à côté, justement, pour te libérer l'esprit, pour décharger le stress, etc., pour également bien vivre cette période? Ouais, alors moi, je suis d'un naturel stressé, hein, donc effectivement, le stress a été une donnée à prendre en compte pour cette période-là. J'étais très stressé, particulièrement en janvier, en fait, avant de partir pour mon terrain en février. Parce qu'en fait, il y a toujours ce stress au moment de partir sur le terrain, de partir pour rien. De se dire, je vais partir, mais en fait, si je passe les 3 premières semaines à essayer de rentrer en contact avec des gens et que j'y arrive pas, en fait, il me reste une semaine sur place et ça ne m'aura servi à rien. J'aurais dépensé un SMIC pour rien. Enfin bon, c'est des grosses questions, quoi, et donc une grosse source de stress. Justement, moi, un conseil qui m'avait été donné et qui m'a bien aidé, c'est de se dire, c'est pas grave de partir sur le terrain avec peu de contacts. Parce que c'est justement sur le terrain qu'on va s'en faire. Si on attend d'avoir beaucoup de contacts pour partir sur le terrain, on partira trop tard, et là, ça sera la galère pour rédiger. Donc, mieux vaut partir un peu plus tôt, même avec peu de contacts, même, j'ai envie de dire, si tout n'est pas clair dans votre tête, parce que, en fait, les éléments intéressants, euh, les éléments même théoriquement intéressants, parce que vous connaissez déjà la littérature, voilà, c'est déjà fait, généralement à ce moment-là, tous les éléments théoriquement intéressants vont émerger des entretiens. En fait, quand les gens vont vous parler, vous allez faire vous-même directement le lien avec la littérature, et là, vous allez identifier des éléments qui sont vraiment super intéressants. Et, euh, et donc, pas avoir peur de partir, même si vous avez peur que ce soit un peu prématuré pour le master. Euh, ça peut être une bonne idée. Euh, de pas hésiter à beaucoup relancer, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, parce qu'on se fait aussi, on a aussi beaucoup l'impression que notre travail est très important parce que pour nous c'est très important, voilà, c'est vraiment au centre de tout. Mais alors les gens s'en fichent totalement la plupart du temps. Peut-être pas qu'ils s'en fichent, mais ils ont pas ça en tête. Voilà, il faut leur rappeler Ouais, que tu es ouais, là, que tu oui, les ou, as sollicités. Ou parfois ils s'en foutent, hein. enfin, Oui, on est d'accord, mais bon. c'est ça, c'est ça. Généralement, enfin, même, voilà, c'est assez difficile d'obtenir des entretiens parce que les gens vous oublient, vous voient le mail et oublient d'y répondre, ou alors juste ont un peu, enfin, ont autre chose à faire et, et vous n'êtes pas en priorité. Donc, n'hésitez pas à relancer sans tomber non plus dans une forme de harcèlement, ça peut être problématique aussi. On ne Mais, harcèle pas les gens, s'il vous plaît. oui, non mais exactement. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vous a dit non, faut pas non plus insister. Voilà, c'est quelqu'un vous a dit non, c'est son choix de ne pas vous répondre. Euh, mais, euh, mais voilà, et envoyer quelques relances, moi ça m'a aidé quelques fois. Et globalement, aussi par rapport à la rédaction du mémoire, je dirais de le faire en groupe et de pas rester tout seul, parce que la recherche, c'est un exercice qui est particulièrement solitaire, parce que vous êtes tout seul face à votre sujet et face à vos angoisses vis-à-vis de votre sujet. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait avec ceux qui étaient enfin, avec un certain nombre de personnes de mon master à l'époque, on avait fait en fait, on travaillait tous les jours ensemble dans une salle de Sciences Po et on travaillait tous les jours ensemble. Voilà, donc on faisait des sessions. Pomodoro, donc on travaillait pendant 50 minutes, des 10 minutes de pause, on mangeait ensemble et ça nous permettait de souffler, pouvoir parler d'autres choses ensemble et puis aussi pouvoir parler de notre stress. Moi j'ai pu parler plein de fois des doutes que j'avais, du stress parce que voilà, mon cadre théorique n'est pas affiné, j'ai du mal à finir ma revue de littérature. Et en fait, vous en parlez avec des gens qui finissent par assez bien connaître votre sujet. Et vous disent, mais en fait, non, mais là, tu stresses pour rien, parce que ça c'est fait. Non, mais reviens sur ce que tu disais initialement, pourquoi tu te prends la tête? Et en fait, ça a été vraiment super utile. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi se dire que la recherche, c'est pas que un exercice solitaire, ça peut être aussi un exercice collectif. Et surtout pour la tête, ça peut être très 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 utile. Voilà, moi ça m'a Ok. beaucoup beaucoup aidé. Ok. Dernière question. Est-ce que dans le cadre de ton mémoire, il y a un sujet, bon, qui n'est pas le sujet de ta thèse, il y a un sujet où tu t'es dit, ah, j'aurais bien aimé avoir le temps ou l'espace documentaire pour le rajouter dans mon mémoire, mais un sujet que tu as dû laisser de côté en te disant, bon, bah,
quelqu'un d'autre pourra le traiter et ça peut donner une bonne idée à des futurs étudiants en Master 2. Ouais, alors, alors bon, moi je prône les mémoires courts. Donc j'ai fait un mémoire court. Donc je me suis pas, j'ai fait un mémoire court. J'ai pas du tout atteint la limite du nombre de pages. Donc voilà, j'ai rien dû enlever à cause de la limite du nombre de pages. Mais c'est vrai qu'à cause du temps, j'ai pas pu absolument tout mettre. Non, non, après, ce qui m'intéresse actuellement, c'est vraiment ce que je fais là. Donc, bon, de ce côté-là, bon, c'est déjà ce que je suis en train de faire. Après, sur Chypre, moi, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire parce que c'est un truc enfin, c'est un pays qui est extrêmement peu étudié. En fait, même pour sortir des employés locaux, pour sortir de l'ONU, euh, les représentations, la transmission du conflit, la transmission de la mémoire du conflit, notamment vis-à-vis des jeunes générations, à travers des institutions comme l'école, l'église, c'est des choses qui sont super intéressantes. Vous avez aussi bon, ça c'est peut-être un peu plus classique, je dirais, mais en fait, vous avez littéralement un état de facto, la République turque de Chypre du Nord, qui est pas du tout l'état de facto le plus étudié, quoi. On étudie souvent les états de facto du Caucase, d'Ukraine, de Moldavie, mais rarement la République turque de Chypre du Nord. Et ça, je pense que c'est un bon truc. Moi, voilà, ce que je voudrais faire et que j'encourage, je pense, à faire, c'est quand on travaille sur un pays, d'aller voir la production scientifique du pays aussi. Alors moi, je parle ni grec ni turc. Moi, je me suis retrouvé à travailler sur Chypre un peu par hasard, pour être honnête. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais et d'aller voir ce qui est écrit dans les universités locales. Qu'est-ce que produisent les chercheurs locaux? Parce que là, vous allez avoir beaucoup de choses qui sont écrites justement sur voilà, Chypre, sur le conflit chypriote. Donc ouais, moi, ça aussi un conseil, c'est d'aller voir ce qui a été écrit par les universités de là que vous étudiez vous en fait, et pas simplement dans les revues anglo-saxonnes, dans les grandes revues internationales anglo-saxonnes publiées par des auteurs britanniques ou français ou américains quoi. Ok, super. Bah, merci Hugo d'avoir passé ce long moment en ma compagnie pour parler de ton mémoire et de ta thèse. De rien, avec plaisir. Comme d'habitude pour les auditeurs, il y aura donc un article sur le site internet du Dazibao avec un petit résumé, puis un chapitrage aussi de l'épisode, des extraits, tout ça. Et puis il y aura une newsletter qui te sera entièrement dédiée. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me C'est la souhaiter? question la plus compliquée Beaucoup du de podcast. réussite, de trouver, de faire un bon terrain et Ouais. ouais, de la réussite dans la thèse, quoi. Et ben, je te souhaite tout ça. Merci encore et puis je te dis à très bientôt. Mais merci beaucoup, à très bientôt, Bye Marjolaine. bye. Ah, bye. If I could draw a diagram of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out.